Adel Bensassi, bonsoir. Vous êtes le président du cluster mécanique de précision. Vous êtes par ailleurs le PDG de Somemi Plus, une, euh, une filiation, je dirais, de Somemi qui était déjà dans la mécanique de précision et de la maintenance industrielle. Donc je suppose que si vous avez créé cette société Somemi Plus, c'est pour aller de l'avant ou pour aller peut-être sur des niches particulières. Oui, absolument. D'abord, bonsoir. Merci pour cette invitation et l'opportunité de me présenter. Je tiens d'abord à vous souhaiter une excellente année 2019. J'espère que ce sera l'année du démarrage, du décollage. Pour nous, en tout cas, pour Somemi Plus, ça l'est. Donc, on est sur exactement euh, la même spécialisation que Somemi, c'est-à-dire la mécanique de précision, la maintenance industrielle. Le plus est là pour aller dans le fond des choses, parce qu'après 27 années de mécanique, on arrive maintenant à mieux cibler le marché, cibler les besoins, donc on va aller plus en profondeur vers certains secteurs stratégiques qui sont en cours de développement en Algérie. On y reviendra en deuxième partie d'émission. Je vous ai surtout invité pour évoquer la situation de l'industrie algérienne. C'est une situation qui est un petit peu délétère. On sait que ça rame au niveau de l'industrie pour plusieurs raisons sur lesquelles nous allons revenir. Et ça rame aussi parce qu'il y a une quasi-absence, ou en tout cas une attitude timorée de la part du secteur de la sous-industrie, de la sous-traitance qui est là pour appuyer l'industrie. Mais ce n'est peut-être pas forcément le tort ne vient peut-être pas forcément de ceux qui se destinent à la sous-traitance ou ceux qui sont dans la sous-traitance. Nous allons voir avec vous pourquoi. Alors, comment vous jugez aujourd'hui notre système industriel et pourquoi? Est-ce que vous partagez l'avis qui veut qu'on dise qu'il patine complètement? Alors, on a le beau rôle quand on juge, parce que j'ai écouté souvent certains experts parler. Et permettez-moi de vous dire que la sous-traitance, il y a ceux qui en parlent et ceux qui la font. Alors en tant qu'acteur de la sous-traitance, je tiens un petit peu comment dirais-je, À mettre un bémol, voilà, à les mettre un choses. petit bémol et réajuster un petit peu les choses. Moi, je suis un enfant de l'industrie algérienne, dans ce sens que quand mon père a décidé d'investir à la fin des années 80 dans la mécanique de précision, c'était pour répondre aux besoins de sous-traitance, d'externalisation, justement de tout ce qui était ces grands complexes tout intégrés, hein, ex-Sonacom, la SNV Irouiba, les complexes moteurs-tracteurs de Constantine, Bel Abbas, etc., qui étaient très bien intégrés. Et on voyait très bien la limite de cette gestion à la socialiste de super complexes qui n'était pas possible. Oui, mais Aller vers, une telle industrie avait le beau rôle à l'époque parce que vous étiez tout à fait. seul et l'importation était difficile et donc vous vendiez à plein régime. Alors absolument pas, malheureusement. Ce qui s'est passé, c'est que au début, effectivement, la planification voulait que ça se passe comme ça, et puis il y a eu le FMI qui est passé par là, l'ouverture sauvage, et le terrorisme n'a pas arrangé les choses, ce qui fait que le début de la décennie 90 a été catastrophique pour beaucoup d'entreprises algériennes, et ce n'est que vers les années 96, 97, 98 qu'on a commencé à reprendre du poil de la bête. Pourquoi? Parce que la situation économique était telle qu'il fallait justement se recentrer vers les moyens de production locaux, trouver des solutions de fabrication localement et non pas aller vers la facilité comme ce qui s'est passé au début des années 2000 jusqu'à ces dernières années. D'ailleurs, on voit actuellement pourquoi on parle autant de sous-traitance alors que pendant les années d'aisance où la balance commerciale était largement excédentaire, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui en ont parlé et qui étaient un petit peu des prêches dans le désert. Actuellement, la balance étant déficitaire, Dieu merci. On se retourne vers On vous. se retourne vers nous, pas seulement moi en tant que chef d'entreprise, mais vers tous les sous-traitants de façon générale. Alors, par contre, l'industrie a complètement changé. Ces grandes entreprises ne sont plus seules. Bon, on parle du marché de l'automobile, mais avec les difficultés qu'on connaît, pas forcément celles dont on a discuté. Il faut savoir que l'industrie automobile maintenant est globalisante. On demande aux entreprises PME algériennes, qui sont généralement sous-traitantes, de devenir soit des fournisseurs d'équipementiers ou des équipementiers eux-mêmes, et surtout, d'intégrer une chaîne de valeur internationale. De quoi on parle? C'est un peu mission impossible.
Ça veut dire que d'un côté, vous avez nos voisins qui non seulement reçoivent un grand constructeur, mais qui lui-même draine l'ensemble de sa chaîne de valeur avec lui, et d'un autre côté, des usines d'assemblage qui sont limitées malheureusement à gagner de l'espace en termes de logistique et avec des coûts qui sont largement limités, puisque les véhicules sont assemblés, désassemblés, remontés ici. On comprend très bien que là, il va falloir se battre, à mon avis, pendant longtemps pour pouvoir y arriver. Alors l'exemple est excellent et c'est vrai que la comparaison agace, mais pourquoi le Maroc réussit-il sur ce plan-là? Et ce qui n'est pas encore le cas ici? Écoutez, je pense qu'il faut arrêter de faire semblant, tout simplement. Il y a eu une situation, on a voulu parer au plus urgent, c'est tout à fait normal en termes de gestion prioritaire, mais maintenant il faut regarder les choses de façon plus sereine. Plus sereine, c'est-à-dire essayer de comprendre et discuter avec ces opérateurs économiques que sont les constructeurs automobiles, hein, ce sont des entreprises, et donc essayer de discuter avec eux. Le Maroc a saisi l'opportunité à la fin des années 90 pour dire vous avez carte blanche, faites ce que vous voulez, nous vous donnons tous les avantages fiscaux, parafiscaux, tout ce dont vous avez besoin, venez vous implanter, c'est tout ce qu'on vous demande. Donc on a implanté des zones offshore avec les avantages dont je viens de vous parler et mise en place d'un support universitaire et centre de formation qui était là pour justement leur pourvoir la main-d'œuvre au coût que nous connaissons. Ça ne s'est pas passé comme ça ici en Algérie. On a mis en place ces unités d'assemblage pour essayer de baisser les coûts. On a vu que ce n'était pas du tout le cas. On parle de ce levier-là comme je dirais, objet de développement de l'industrie de sous-traitance. Ce n'est pas du tout le cas. Hein. Et dans une sélection d'industriels qui pas toujours très nette. Mais alors, attendez, ça c'est ce que m'avait répondu Renault pendant une des réunions préparatoires auxquelles j'ai assisté. On m'a dit oui, il n'y a pas d'automobile en Algérie, comme s'il y avait une industrie automobile au Maroc. Elle était embryonnaire. Les gens produisaient 1 millier de véhicules par an, difficilement, dans des conditions, des chouans, des Zola. Et on nous dit, oui, il y a une culture automobile. Non, je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. L'Algérie est un pays avec quand même une forte culture industrielle, qu'on le veuille ou pas, notamment dans l'Est historiquement, mais maintenant c'est en train de se développer à l'Ouest. Dieu merci, il y a un rééquilibrage qui est en train de se faire. Donc, au détriment de l'Est. Non, pas du tout. Il y a à boire et à manger pour tout le monde. Vous savez, on est. Permettez-moi de faire un parallèle. On parle de cluster, par exemple, mécanique de précision, où on se rencontre entre collègues et pas entre concurrents. Parce que est-ce qu'on peut parler de concurrence quand on est dans un pays où plus de 95% des besoins sont importés ? Nous sommes tellement dans une période de développement et non pas sur un marché mature comme ce serait dans des pays occidentaux où oui, là, on se joue des coudes pour pouvoir gagner le petit pourcent de part de marché qui représente beaucoup. Alors que là, tout producteur algérien qui fabrique ici est un intégrateur. Et ça, c'est extraordinaire. Donc non, une fois encore, la guerre Est-Ouest, pour moi, ça c'est une chimère, c'est quelque chose qu'il faut transcender réellement. Là, le problème, il est beaucoup plus de localiser un savoir-faire, de localiser une production, de créer ce tissu de sous-traitance. Alors, on a eu à faire la dernière réunion en novembre de 2018 au sujet de 2 pôles qui serviraient de levier de développement de cette sous-traitance, que sont l'automobile, éventuellement, et le marché des hydrocarbures. Parce que, qu'on le veuille ou pas, historiquement, l'Algérie est un pays producteur d'hydrocarbures, de gaz et de pétrole. Dieu merci, nous disposons de grandes réserves de gaz, principalement, et en plus, le pétrole algérien est de grande qualité, peut être raffiné, transformé et servir pour les industries pétrochimiques, puisqu'on a vu qu'il y avait des connexions qui pouvaient même se faire sur l'automobile. Sonatrach est actuellement en train de lancer un projet, notamment dans tout ce qui est gomme synthétique pour la fabrication de pneumatiques. Vous imaginez la consommation non seulement pour la première monte, pour l'assemblage, mais aussi pour tout ce qui est second marché, pièces de rechange, pour la gomme et ses dérivés, et pas que le pneumatique, mais pour autant c'est le plus grand volume. Donc on a parlé de l'automobile. L'automobile, c'est quoi? C'est des constructeurs, c'est des équipementiers, et c'est des sous-traitants, et c'est tout un environnement, une chaîne logistique qui doit être
mobile, dynamique, pas d'entrave. D'accord ? Il y a des transferts de matériel, transfert de biens et services, et qui dit transfert de matériel, biens et services, dit transfert financier. Donc, vous voyez que c'est tout un environnement qui doit être souple, flexible, ouvert. C'est en ça que le Maroc a été meilleur que l'Algérie pour moi, et c'est en ça qu'on doit cibler nos efforts pour aller vers l'intégration locale. Une fois encore, l'intégration locale, elle ne se décidera pas par diktat, d'accord, ou par législation en disant il nous faut tant de pourcents. C'est excellent, c'est des objectifs, mais pour remplir ces objectifs, il faut s'en donner les moyens. Et s'en donner les moyens, on sait où le bas blesse, on sait quelles sont les problématiques. C'est pour ça que j'ai dit il faut arrêter de faire semblant. Si on en veut, voilà ce qu'il faut faire. On ne peut pas aller sur les objectifs, mais ce qu'on attend de l'État, c'est de pas se prononcer sur les objectifs. Et d'ailleurs, quelquefois, on se demande si la prononciation de ces objectifs est à droite. Quand on entend le ministre de l'Industrie dire qu'on sera au point dans 30 ans, il a peut-être raison, mais ce n'est pas très encourageant. Mais par contre, on attend les pouvoirs publics sur le terrain de la réglementation, hein, l'ouverture, oui, et la fluidité au niveau de la flexibilité dont vous parliez, au niveau des mécanismes bureaucratiques. Alors, aujourd'hui, la crise aidant, est-ce que vous sentez que ça bouge un peu, ça change pour rester positif? Bien sûr, par la force des choses. Pour ça, je vous ai dit, Dieu merci, le prix des hydrocarbures a baissé. Alors, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui me disent non, il ne faut pas dire ça parce qu'il y a les transferts sociaux. L'Algérie est un pays riche. C'est un pays qui n'est pas riche que de ses hydrocarbures. C'est un pays riche d'abord de son peuple. C'est un pays riche de son agriculture, de ses ressources naturelles. Je pense qu'on aura à le vivre, c'est ce qu'on est en train de faire, de voir que bon, il n'y a pas que les hydrocarbures comme ressources. Par contre, qu'on peut utiliser cette industrie, l'industrie du oil and gas, pour servir de levier de développement fort. Parce que si on doit parler de l'automobile, puisque vous me dites voilà. Mais votre exemple, excusez-moi, votre exemple de la Sonatrach, il n'est pas tout à fait juste ou bon, puisque vous expliquez que la Sonatrach vient de créer une entreprise qui va faire de la gomme, du pneu, mais ça reste une entreprise étatique, c'est-à-dire c'est une vocation étatique. Le tout aurait été plus judicieux peut-être d'associer des partenaires privés dans cette affaire. Écoutez, c'est encore une fois, on sait avoir le beau rôle de juger ce genre d'affaires quand on n'est pas au sein même des négociations. C'est vrai que d'un point de vue externe, on pourrait dire qu'on aurait peut-être souhaité l'ouverture soit un champion national ou au travers d'un partenariat avec un grand nom. J'en ai entendu parler. J'ai entendu aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises internationales qui ont été consultées mais qui ont refusé de participer à de tels projets. Après, c'est politique, ça rentre pas dans les Alors, compétences. L'exemple automobile est bon parce qu'on est en plein dedans. Voilà donc des industries qui se sont lancées dans l'assemblage. Et comment, donc toute la réflexion se fait aujourd'hui, comment dynamiser la sous-traitance et l'intégration afin qu'elle devienne croissante dans ce métier-là. Alors, par quoi va-t-il falloir commencer? Où est la solution? Parce que j'ai l'impression qu'on tourne encore en rond. Absolument. Alors, on a parlé de contrats de performance, on a parlé de cahier des charges, on a parlé de tout ça, mais réellement sur le terrain, ça ne se traduit que par de la bonne volonté, des souhaits, des vœux pieux. Voilà. Mais réellement, je pense que si on doit fixer un objectif d'intégration, il faut mettre tout le monde autour d'une table. Alors, il y a eu ces assises sur la sous-traitance automobile, je pense au mois de mars dernier, auquel j'ai eu le plaisir de participer, notamment autour d'un panel. Alors, le premier panel où il y avait le PDG de Nissan Algérie, représentant de Toyota, de Peugeot, et j'ai essayé de donner la place de l'entreprise algérienne, ou tout du moins de la replacer dans son contexte. Parce qu'à chaque fois, on nous ressort les mêmes entre guillemets, excuses, hein, on va dire, pour ne pas aller dans ce sens-là. L'entreprise algérienne est une entreprise familiale. Mais qu'est-ce qu'une entreprise familiale sinon qu'une multinationale en devenir?
L'entreprise algérienne n'est pas certifiée. Je n'ai jamais vu pour autant une entreprise créée hier être certifiée demain. L'entreprise algérienne n'est pas dans la chaîne de valeur internationale. Une fois encore, on ne donne pas la place juste. Ça, c'est les constructeurs qui disent ça. Tout à fait, absolument. Donc non, j'ai répondu à tous ces points-là, puisque j'avais synthétisé un petit peu tout ça, moi-même en tant qu'entreprise algérienne. Ça me chauffait les oreilles d'entendre toujours cette même rengaine, excusez-moi du terme, et pour dire que, voilà, j'ai donné un exemple d'une entreprise algérienne qui fait de l'exportation dans un secteur de pointe. On a fait pour l'aéronautique, on est certifié par General Electric, qui n'est quand même pas une petite entreprise, qu'on est capable d'aller accompagner nos clients où ils veulent. Et de finir en disant, voilà, vous avez des espaces de concertation, que ce soit le cluster mécanique, les bourses, les associations professionnelles, etc., pour dire, pourquoi vous n'utilisez pas ces espaces de concertation pour dire, trouvez-moi des gens qui veuillent bien nous accompagner dans nos objectifs d'intégration. Or que j'ai moi-même sollicité ces constructeurs-là pendant ces journées en disant le cluster est à votre disposition, c'est votre outil, c'est pas le mien, c'est pas un club privé, c'est au contraire cet agora, cet espace de rencontre qui doit servir entre donneurs d'ordre, receveurs d'ordre. Le monde de la recherche n'est pas en reste puisqu'on a centre de recherche et université avec nous et puis qu'on en parle. Mais enfin, si demain vous dites à un chef d'entreprise ou un entrepreneur que voilà, il y a un marché, il y a des parts de marché à prendre, je pense que les gens sont prêts à investir, à mettre de l'argent, surtout que l'État a mis en place un certain nombre de dispositifs d'accompagnement, notamment à travers des fonds de garantie, les caisses de garantie, les avantages octroyés dans le cadre de l'ANDI, etc. Donc les choses sont là. Maintenant, on ne nous donne aucune image de ce qu'on voudrait faire de cette automobile d'ici demain. Ce reproche, vous le faites à qui? Je le fais aux constructeurs. Voilà. Vous avez la sensation qu'ils n'en font pas plus qu'il n'en faut. Oui. Mais c'est normal parce qu'ils répondent à une situation donnée. Et donc vous demandez au gouvernement de les brusquer un peu? Non, pas de les brusquer, mais de les amener à la table de discussion. On n'est pas encore dans la négociation, mais de dire quelle est votre stratégie d'implantation? Comment vous comptez passer de 0 à 40% de taux d'intégration? Quelles sont les pièces que vous ciblez? Avec qui vous allez travailler? Est-ce que vous comptez le faire vous-même? Auquel cas, de quoi vous avez besoin? Absolument. C'est clair, mais à chaque fois, on nous enfume dans des situations et puis on nous sort des je ne sais quoi. Non, parce qu'on ne peut pas. Qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que là, parce qu'en fait, ça ne les intéresse pas. Ils sont bien dans cette situation. Il faut les faire sortir de leur zone de confort. C'est tout à fait normal. C'est humain. L'être humain n'aime pas le changement. C'est pas de leur faute. Enfin, c'est tout à fait naturel. C'est à nous de les pousser aussi. Et à nous, c'est c'est aux Algériens, que ce soit les chefs d'entreprise à travers leurs associations ou patronales ou professionnelles, et à travers notre gouvernement aussi. C'est à nous de nous battre, parce qu'eux ne viendront pas vous la servir par la communication. Absolument pas. Je vais vous dire, on a souvent allé dans les salons internationaux discuter avec des chefs d'entreprise de pays, principalement européens. Puis les gens nous disent « Ah, c'est bien quand même, voyez ce qui se passe chez vos voisins, c'est quand même... voilà, hein, et chez vous ?» Je dis « Chez nous, c'est pas la même chose. Parce que ce qui se passe chez nos voisins, c'est qu'il y a des zones franches, qui sont destinées à l'export. Ça a été une stratégie qui a été mise en place, qui a été gagnante, de dire voilà, les entreprises viennent ici, elles ne payent rien du tout, et leur marché, c'est l'exportation. En Algérie, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a un marché interne qui est des plus importants d'Afrique, ce que n'ont pas nos voisins. Ça veut dire qu'une entreprise qui s'implanterait ici et qui veut se relier à la chaîne de valeur internationale a l'avantage d'abord de s'appuyer sur un marché local fort, d'accord? Et après, bien sûr, de parler en parallèle d'exportation. Si on sort un peu de l'automobile, je vais vous citer l'exemple du complexe textile de Relizane. Les Turcs l'ont très bien compris. Pourquoi ça marche dans le textile et ça ne marcherait pas dans l'automobile? Les types se retrouvent... vous vous rendez compte, le plus gros complexe textile d'Afrique, et pour une fois... C'est pas une chimère, hein. C'est pas le plus grand d'Afrique juste pour le dire, mais réellement, on va couvrir quand même un très gros besoin localement, et on parle de fournir des grands noms comme Zara, c'est que la vision est bonne chez les Turcs. Absolument. Ils veulent aller
plus loin avec les Algériens et montrer à travers cette opération qu'ils peuvent le faire. Tout à fait. Ce n'est pas le cas d'autres constructeurs. Mais ces constructeurs-là vont vous dire, mais vous savez, dans un pays où les règles changent tous les jours, Oui. où la bureaucratie fait mal, Oui. et où le cadre de vie n'est pas idoine, ça ne nous intéresse pas. On préfère continuer comme ça. Donc, en définitive, le seul moyen... Mais par contre, il y a de l'argent, il y a du pouvoir d'achat, il y a de la consommation. Bien sûr. Alors, donc, finalement, en définitive, c'est à nous de les bousculer. Hein. Absolument. Bien, c'est écoutez, la seule façon de faire. Effectivement que le changement de législation est le plus grand risque, je dirais, dans les analyses qui sont faites par les entreprises ou les consultants internationaux. C'est le plus grand risque qui empêche les entreprises étrangères de s'implanter ici. Ce n'est pas le 49-51 comme on en entend parler, c'est surtout le changement de réglementation et de législation. Alors, ils ont le droit de répondre comme ils veulent. Il y a aussi un cahier des charges qui est là. Donc, soit ils répondent à la réglementation, soit je pense que c'est des projets qui risquent de disparaître. À condition qu'il soit complet, ce cahier des charges, et efficace. Oui, effectivement. Vous l'avez parcouru? Tout à fait. Et donc, il donne, il distribue bien les choses, il donne les étapes. Bah, écoutez, oui, après, on ne peut pas aller au-delà d'un certain point, parce que là, ça deviendrait complètement rédhibitoire. C'est-à-dire que les gens diraient, oh là, non. Donc, s'il reste assez généraliste... Oui, à moins que la stratégie soit d'abord de mettre en confort tous ces constructeurs, oui. les laisser s'installer, et ensuite essayer d'organiser la compétition entre eux à l'intérieur du pays. Oui, effectivement, je pense qu'il y a cette idée-là. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années, si on aurait parlé d'assemblage automobile en Algérie, les gens auraient ri au nez en disant oui, ça on en parle depuis le projet Fatia, Taourt Boumediene, et pour le moment on ne voit rien du tout. Maintenant, il y a des unités d'assemblage qui, on le veuille ou pas, ont le mérite d'exister. L'assemblage étant lui-même un savoir-faire, c'est déjà un point positif que d'avoir des unités d'assemblage, des réseaux de distribution et de maintenance, parce que qui dit réseau de distribution dit concessionnaire avec une partie SAV, parce que quand même il faut assurer la partie maintenance. Donc ça a le mérite d'exister, maintenant il faut les mettre en concurrence comme vous dites. Adel Bensassi, merci, on se retrouve dans un instant pour le temps d'une courte page publicitaire. Voilà, retour sur le plateau avec vous, Adel Bensassi. Je rappelle que vous êtes le président du cluster mécanique de précision, que vous êtes le PDG de Somemi Plus, qui fait de la mécanique de précision et de la maintenance industrielle, mais qui a ce site particulier, c'est qu'elle fonctionne bien, avec des projets sur lesquels nous reviendrons dans un instant. Nous parlions de sous-traitance industrielle, nous avons évoqué longtemps le secteur automobile. Je voudrais qu'on aille au-delà. Comment cela se passe en dehors du secteur automobile, notre industrie, comment la constellation de la sous-traitance, comment se porte-t-elle là aussi? Comment ça fonctionne et se porte-t-elle bien? Il y a d'autres domaines, effectivement, parce que le secteur de l'automobile, il faut bien comprendre, on parlait de mise en concurrence de ces constructeurs, mais c'est toujours que nous sommes tributaires de décisions de ces constructeurs-là, nous sommes toujours dans la négociation. Alors il y a d'autres secteurs sur lesquels l'Algérie a pris la main. Il y a le secteur de l'électroménager, notamment, on a 2 champions nationaux, pas que 2, on a plusieurs, mais bon, pour ne citer que Condor et Brandt, quand même assez extraordinaire d'avoir des exportateurs et qui ont leur propre technologie, qui sont en train réellement d'avoir... Mais là en citant ces compagnies, oui. On est dans l'industrie ou dans l'industrie ou dans la sous-traitance? Dans les deux. Dans les deux, puisque nous intervenons dans ce cadre-là et il y a de la sous-traitance mécanique dans ces secteurs-là parce qu'il y a quand même un fort taux d'intégration. On parle de fort taux d'intégration. Qui est plus fort que dans l'automobile. Ah oui, absolument. Oui, puisque c'est une industrie qui a commencé quelques années auparavant et qu'actuellement, on ne fait pas que du montage de structures plastiques avec à l'intérieur de l'électronique prémontée. Et là, ça fonctionne bien parce qu'on exporte même. Absolument, absolument. Alors, on parle aussi de volume. Donc, c'est une industrie aussi de volume. C'est pour ça que je faisais le parallèle. Mais au-delà de ça, il y a l'industrie des hydrocarbures et qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est pour moi l'industrie sur laquelle l'Algérie a la main. Parce qu'il n'y a pas justement de partenaire étranger qui va décider de comment on fera cette intégration réellement, parce que les besoins de Sonatrach et ses filiales sont énormes.
On parle de Sonatrach et Sonelgaz tout cumulé. On parlait à l'époque entre 3 et 5 milliards de dollars d'importation de pièces de rechange et équipements annuellement. Vous vous rendez compte que c'est colossal, puisque là on parle de déséquilibre de la balance de paiement de l'ordre de 15 à 20 milliards de dollars. Si on pouvait en enlever 5, vous vous rendez compte des bénéfices immédiats et pérennes dont on parle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des besoins en maintenance, en service, aussi bien qu'en équipement. Avec des partenaires, elle le fait en créant des filiales propres à elle, ou elle le fait avec des partenaires étrangers ou des partenaires locaux? Alors il faut savoir que Sonatrach a accumulé un énorme savoir-faire dans le cadre de la production et de la maintenance. C'est quand même, qu'on le veuille ou pas, une des plus grosses entreprises pétrolières au monde et qui maîtrise toute sa chaîne de l'amont jusqu'à l'aval. C'est-à-dire qu'on part de l'exploration jusqu'à la distribution à la pompe. C'est très rare de trouver encore de grandes entreprises comme celle-là assurer toute la chaîne à travers toutes ses filiales. Donc il ne faut pas sous-estimer le savoir-faire, la capacité de Sonatrach en termes d'exploration, production, maintenance, etc. Juste pour clarifier les choses, oui. Votre entreprise est fournisseur de Sonatrach? Petit fournisseur. On se bat avec Sonatrach pour avoir plus. Non, parce que je vous sens un ton très affable vis-à-vis de Sonatrach, mais en même temps, il y a une réalité. Hein. Ça me passionne parce que pour deux choses. D'abord, on est là pour se battre pour l'entreprise algérienne parce que il n'est pas possible que la première entreprise créatrice de richesse pour l'Algérie importe tout ce dont elle a besoin. Donc, par contre, il y a une réalité qui est celle de la participation de Sonatrach pour la première fois au salon de production et au salon industriel. Et surtout, depuis ce mois de septembre, où pour la première fois, les entreprises algériennes ont été invitées, d'accord, par le PDG de Sonatrach, où il a présenté son plan de développement 2020-2030. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est la toute première fois qu'on discute avec nous et qu'on nous regarde avec un œil de partenaire potentiel. Alors c'est quand même une première qu'il faut souligner. Quand ça ne va pas, on le dit, mais quand ça commence à aller mieux, on le dit aussi. Force est de constater que ça bouge bien à la Sonatrach. Qu'est-ce que la Sonatrach fait donc en amont, en sous-traitance actuellement, quelque chose qui peut nous parler directement? Mais écoutez, pour qu'on comprenne bien les choses. En termes de sous-traitance, Sonatrach a des besoins énormes. C'est très général. Ça peut partir aussi bien par des services de réparation, de l'ingénierie, on parle beaucoup d'ingénierie, et de la fourniture de pièces de rechange. Alors notamment, je vais vous citer un exemple. On a parlé de la fabrication des turbines avec General Electric. C'est un grand projet qui est en train de se faire du côté de Batna. Au début, quand on a commencé à être conviés à ces rencontres avec les grands constructeurs, les gens nous disaient « oui, mais vous savez, la turbine, il y a des ailettes, c'est des composants qui sont difficiles ». Je dis « mais est-ce que vous importez encore les tiges d'ancrage ? Les tiges qui sont coulées dans le béton et qui vont servir à sceller vos machines, et les rondelles qui vont avec, et le papier craft qui sert de joint. Et ça, c'est tout faisable. Ça, vous l'importez, tout ça, c'est faisable. Alors pourquoi est-ce qu'on parle toujours d'éléments, on nous met la barre tellement haut qu'on nous décourage, alors qu'il y a des choses très simples. Et puis, ils ont bien commencé comme ça. Il faudra bien un jour qu'on s'y mette. Bah oui, écoutez, on se bat pour ça aussi. Je reviens au moteur d'automobile ou d'avion. Oui. Pourquoi est-il si compliqué d'en réaliser? Ça paraît simple. C'est vrai, quand on va vous montrer des pièces, vous allez dire c'est du façonnage mécanique. Donc, il suffirait de ramener la machine qui va bien et d'imiter. Alors, imiter, c'est un art. Les Chinois sont passés maîtres dans l'imitation, mais imiter, vous savez, je cite toujours l'exemple de cet élève. Vous avez un élève qui va imiter un autre. Celui qui sait aura peut-être même une meilleure note, d'accord, que sur celui qui l'a imité. Mais celui qui ne sait pas risque de se prendre un grand zéro parce qu'il n'aura rien compris, même en imitant, il risque de se prendre le mur. Et là, c'est la même chose. Pour imiter, il faut comprendre la technologie d'abord. Et il y a un problème de confiance et non pas de compréhension. Je vous cite un exemple. On a dit, ça me tenait à cœur, on crée ce cluster mécanique, c'est formidable, mais que ça parte sur un projet défini. Ça veut dire, les grands donneurs d'ordre nous donnent des positions sur lesquelles, voilà, ils n'ont pas de fournisseurs locaux et ils voudraient avoir une solution locale. Ok, on dit ok, on marche. Mais moi, en tant que PME, j'ai déjà fait ça. Et on arrive à la fin, c'est-à-dire du cycle, on leur fournit la pièce, elle marche bien, etc. Mais on nous dit,
Ah, mais vous savez, c'est des équipements sensibles, on ne peut pas se permettre, il y a un risque, etc. Très bien. Donc, on va mettre le monde du savoir, le monde de l'université avec nous, et puis on va créer des dossiers techniques avec des bureaux d'études et présenter les choses en disant, avant de parler d'intégration, faites une base de données techniques de votre besoin et on va vous aider à la faire. C'était le premier projet sur lequel on a décidé de créer ce cluster-là en disant, quand vous faites un appel d'offres notamment, puisqu'on va parler aussi de réglementation qui est très contraignante dans ce sens-là, vous nous dites, on a besoin de pièces de rechange de tel équipement, de telle marque. Donc qui va répondre? Soit le fournisseur d'origine, soit son distributeur, ou alors un regroupeur. Pour la PME algérienne, il est impossible d'aller faire le tour à chaque fois. Vous avez un appel d'offres à Inamenas, un autre qui est à Roudelbeg, bon, peu importe. Vous vous rendez compte que chaque semaine, vous avez 2-3 bulletins d'appel d'offres qui sortent, et d'aller faire le tour, le téléphone ne répond pas, vous n'avez pas d'interlocuteur, et il n'y a pas de centrale qui va permettre de gérer tout ça. Donc on dit, d'abord, créer une base de données technique réelle, pour dire demain, si on doit répondre à un appel d'offres, mettez-nous au même pied d'égalité que ces entreprises-là. Avant de parler de préférence nationale, il faut d'abord nous permettre d'accéder à ces marchés-là. Et c'est sur ça qu'il faut travailler, à mon avis. Parce que, bon. Au niveau du cluster, vous êtes combien d'acteurs? Alors, actuellement, nous sommes 15 entreprises. Et je suis heureux d'annoncer que nous avons avec nous des entreprises et privées, et du secteur privé et du secteur public, centres de recherche et universités. Donc on est vraiment au tout début, c'est un démarrage. Pour le public, nouvelle. Vous pouvez nous citer des noms? Bien sûr, il y a l'entreprise Tracteur Agricole de Constantine. Vous estimez que c'est de la mécanique de précision? Ah, absolument, tout à fait. Vous vous rendez compte que, en fait, on voit le tracteur comme un gros engin, mais à l'intérieur, c'est comme une montre suisse. Hein. Vous vous rendez compte du nombre d'engrenages? Oui, oui, absolument. Mais il faut aller à l'intérieur. Vous vous rendez compte du nombre de composants qu'il faut? D'abord, il y a un moteur, il y a une boîte à vitesse, il y a un pont. Et tout ça, c'est de la mécanique de haute précision. Hein, parce qu'on sait très bien qu'un grain de sable dans un rouage peut bloquer tout. Le meilleur exemple de la mécanique de précision, c'est un peu la montre. Ouais. Pourquoi on n'en fait pas ici? On en a fait. Ah oui. On en a fait. Il y a eu des montres algériennes. Oui, oui, absolument. Absolument, on en a fait. Après, c'est peut-être une question d'engouement ou de positionnement marketing. Ou on a perdu ses repères en termes de temps? Non, c'est une question de mise en valeur. Vous savez, on est capable de fabriquer des montres. Est-ce qu'on est capable de bien les vendre? Je voudrais qu'on parle quelques instants de votre entreprise. Oui. Elle est singulière parce qu'elle se caractérise par quelque chose que peu connaissent. Elle vend donc, elle contribue à l'intégration de pièces algériennes au niveau des avions Airbus. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus pour nous expliquer ce que vous faites exactement et quelle est la nature de votre accord avec Airbus? Et voilà. Écoutez, pour être clair, en fait, c'est vers la fin 2000 que j'ai terminé mes études. Je suis rentré en Algérie. J'ai passé quelques années en France. Je suis de formation management. Je suis manager de formation, pardon, économiste. J'ai décidé de rentrer par goût du défi. C'est-à-dire qu'il fallait choisir entre faire une carrière à l'international ou dans une multinationale. Mais une belle industrie vous attendait, celle oui, de papa. Effectivement. Alors, j'ai cette chance. Mais... Non, mais c'est une réalité, il ne faut pas en avoir honte. Moi, je suis très fier de ce qu'a fait mon père. Et par contre, le travail qui a été fait avec ce partenaire sous-traitant d'Airbus, c'est moi qui l'ai accompagné. Alors, ça fait partie aussi de cet apport, de cette innovation, de donner une visibilité à cette entreprise et de savoir saisir les opportunités en vol. Les grands constructeurs aéronautiques comme Airbus ont demandé à leurs sous-traitants d'aller sourcer dans les pays low cost. Alors, vous vous rendez compte qu'en 2000-2001, il y avait très très peu d'entreprises qui tenaient la route au niveau de l'Afrique du Nord. On a été sélectionnés à ce moment-là comme faisant partie des entreprises qui pouvaient répondre à leurs besoins en termes que ce soit d'équipement ou d'organisation industrielle. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. On a travaillé avec un sous-traitant rang 1 d'Airbus pour faire des éléments de train d'atterrissage. Alors ça a pris des années, parce que bien sûr qu'on est passé par des phases d'homologation, d'agrément, etc. Mais pour avoir le marché, c'est très difficile parce que l'Algérie a un déficit d'image. L'Algérie ne rassurait pas
elle sortait d'une décennie noire, c'était le terrorisme, et puis l'Algérie est toujours considérée comme un pays à risque. On a l'impression que ce pays, on ne veut pas le voir réussir, et quand il y a quelque chose de positif qui en sort, les gens écarquillent les yeux, et donc ça a été très dur de convaincre le client final en disant si, regardez, on fait les choses bien comme il se doit. Et d'ailleurs, ce n'est pas que là-bas, puisqu'on a dû aussi convaincre ici. Parce que le fait d'avoir une reconnaissance à l'international... Ça a inquiété. Alors ici, ça a inquiété, bien sûr, oui. On a eu des gens qui ont dit est-ce qu'on a des Airbus ou des Boeing, parce que maintenant qu'il y a des Algériens qui font... Enfin, vous voyez, c'est normal, mais non, mais c'est pas... Alors, mais de quoi s'agit-il en fait? Quel est le produit que vous vendez? On vend un des éléments d'un équipement qui est le train d'atterrissage, d'accord. Si on doit citer un constructeur, un des plus gros du monde, c'est Messier qui fait partie du groupe Safran actuellement. Mais ce marché, malheureusement... Qui s'est installé au Maroc. Qui s'est installé au Maroc. On devait faire une joint venture justement avec un des fabricants, mais malheureusement, entre-temps, vous avez la Tunisie qui négocie, quand ils achètent eux 17 appareils chez Airbus, ils négocient l'établissement d'un pôle aéronautique dans leur pays. De même pour les Marocains. Et on aurait le souhaité pour les Algériens. Donc vous auriez pu vous développer là-dessus, ou que d'autres se développent là-dessus. Complètement. Et finalement, mais vous avez quand même conservé votre partenariat? Alors, ce partenariat a été mis à mal parce que le partenaire a été un petit peu entraîné vers la Tunisie de facto et n'a pas investi en Algérie. Et c'est malheureux. Et une fois encore, je tiens à tirer cette sonnette d'alarme. Et c'est un message que je souhaiterais destiner à nos autorités. Il faut demander les compensations industrielles qui sont incluses dans le prix de ces équipements qu'on est en train d'acheter. Tous les appareils qui sont achetés par Air Algérie sont payés rubis sur l'ongle, et dans ce prix-là, il y a la compensation. Et on achète plus d'Airbus que la Tunisie. Ça peut être Airbus, ça peut être Boeing, ça peut être Bombardier, ça peut être qui vous voulez. Aujourd'hui, vous travaillez encore avec ce partenaire d'Airbus? Non, absolument pas. D'accord. Non, mais par contre, nous sommes sur une nouvelle piste et j'espère pouvoir vous l'annoncer bientôt. Pour rester dans l'aérien. Absolument. Bien, j'ai un peu recueilli un petit peu en regardant un peu vos témoignages. J'ai vu que vous aviez votre philosophie était basée un peu sur la participation de tous, oui, et qu'il fallait que chacun essaye de mettre sa contribution. Je voudrais vous montrer un animal à l'écran. Si on peut montrer ce petit oiseau. Vous savez de quoi il s'agit? Oui. Alors c'est quoi? C'est le colibri. Voilà. Et ben, je vais vous montrer son partenaire, si on peut montrer la deuxième photo. Oui. Vous savez de quoi il s'agit. Et Absolument. là, les choses se précisent. Absolument, oui. C'est un tatou. Un tatou, voilà. C'est un mangeur de fourmis. Alors oui, effectivement, c'est une fable. C'est une fable d'un Français, enfin d'un Algérien qui est parti très jeune. Eh bien, je vous propose de l'écouter. On écoute Pierre Lapin. C'est une légende amérindienne qui dit que, il y a eu un incendie de forêt et tous les animaux étaient atterrés, ne savaient plus que faire face à cet incendie. Et par contre, le petit colibri qui est magnifique, on le confond presque avec on appelle ça l'oiseau-mouche. Il a une autre caractéristique, c'est qu'il flirte beaucoup. C'est-à-dire qu'il fréquente énormément les fleurs. Il est toujours le bec dans les corolles de fleurs et il voltige comme ça. Alors lui, à l'occasion de cet incendie, il ne renonce pas. Il va prendre quelques gouttes d'eau dans la rivière et il vient les jeter sur le feu. Et à un moment, il repart, donc il s'active. Et à un moment, le tatou, énervé par ce mouvement, lui dit mais qu'est-ce que tu fais, colibri? Tu sais bien que tu ne pourras pas éteindre le feu avec tes gouttes d'eau. Et le colibri qui répond, je sais, mais je fais ma part. Voilà, je sais, mais je fais ma part. C'est le conseil à donner à tous. Tout à fait. Tout est dit. Enfin, en tout cas, c'est ma philosophie. Parce que souvent, on se ferait traiter de rêveur et tout. Ne croyez pas que j'ai mon temps à perdre. Je ne suis pas là pour m'écouter parler, ni rien du tout. Il y a un message à faire passer. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que la réussite
de tous, c'est la réussite de chacun et inversement. Donc il faut comprendre qu'on est tous embarqués sur le même navire et il faut que chacun fasse sa part, ce sera déjà beaucoup. Il faut que chacun se sente concerné. Il faut qu'on arrête d'être les ennemis les uns des autres. Il faut qu'on arrive à se parler de façon dépassionnée. Il faut qu'on aille de l'avant. Il faut qu'on considère vraiment que cette solidarité qui a été le ciment de notre évolution soit maintenant le levier de notre développement. Je vous remercie Adel Bensassi, merci pour ce témoignage et je vous dis bonne continuation et aussi j'espère que notre industrie de sous-traitance ira mieux. Mais je pense que la crise aide encore une fois, les choses vont bouger. Voilà, chers téléspectateurs, je vous remercie de votre attention. Je vous dis à vendredi prochain.